Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, mon invité est une personnalité incontournable dans le domaine sportif international. Débutant sa carrière professionnelle en Pro A, il s'est envolé pour la NBA où il joue pendant 14 saisons. Au cours de sa carrière en NBA, il a été distingué comme le joueur ayant le plus progressé lors de sa saison en 2005-2006. En août 2023, il reprend une licence auprès du club landais de Biscarrosse. Depuis 2020, il est nommé manager général de l'équipe de France de basket. Vous l'aurez reconnu, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le très grand sportif international, Boris Dio. Boris, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Au petit déjeuner. Merci de me recevoir, de m'accorder un peu de votre temps. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation du philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui souligne « Je suis sportif, et dans la discipline de mon corps, je découvre la liberté de mon âme. » Et vous, Boris, qui êtes-vous? Alors, je suis sportif aussi. Ça ne me définit pas complètement, bien entendu. Mais je suis clairement à la recherche de la liberté. Je trouve que cette citation est très bien trouvée. Parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai recherché pendant toute ma carrière. Donc, à la fois à travers le sport et puis maintenant aussi après le sport. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me définit, donc j'apprécie ça. Mais je suis simplement un ancien basketteur maintenant, un basketteur pro à la retraite. Et puis j'essaie de continuer ce petit bonhomme de chemin, garder un lien avec le sportif en essayant de donner de la transmission, surtout, et c'est pour ça ce rôle aussi de manager général avec l'équipe de France. L'équipe de France qui me tient beaucoup à cœur, et du coup ça me fait plaisir de continuer, de voir les jeunes arriver, de reprendre le flambeau, et puis de continuer à faire briller l'équipe de France sur la scène internationale. Alors avant d'approfondir la réflexion philosophique sur le sport, peut-être une question tout à fait personnelle. Selon vous, et pour vous, non pas comme les autres vous voient, quelle est votre plus belle qualité? Je pense que c'est un peu la même qualité qui a été vue, qui me définissait aussi dans le basket. C'était l'altruisme, c'était aussi essayer de se mettre au service des autres. C'était la première qualité pour moi du basket et de ce sport collectif, et pourquoi ce sport m'a attiré tout de suite, au-delà des racines familiales. Mais du coup, ce serait sûrement l'altruisme. Alors vous me faites une belle transition parce que dans le basket, c'est un véritable esprit d'équipe. Comment finalement concilier les personnalités de chacun pour essayer d'avoir un esprit d'équipe et de se faire harmoniser une équipe? Justement, je pense que l'élément, le facteur principal, c'est de pouvoir se mettre au service de l'équipe. Il y a des phrases qui reviennent très régulièrement. Qu'un individu n'est plus important que le collectif. C'est-à-dire qu'on est une somme d'individus, mais pas que, pour la formation d'une équipe. Et c'est aussi ce qu'on met en place sur l'équipe nationale. Donc tout ça est bien entendu très lié. Mais c'est ce pouvoir mentalement se mettre au service de l'équipe, que le bien de l'équipe nous fasse encore plus de bien que des performances individuelles. Et comment définissez-vous le bien? Ça dépend bien entendu du contexte, mais dans ce contexte-là et dans ce contexte sportif, c'est le fait de réaliser un bon match. Je dirais gagner, puisque ça reste quand même le but ultime, le but à long terme de gagner, mais on n'a pas que des victoires, bien entendu, ça se construit. Et pendant une carrière, et on l'a vu par exemple
en équipe de France avant de pouvoir se hisser au plus haut niveau et de devenir champion d'Europe. Il aura fallu beaucoup d'années, il y aura eu beaucoup de défaites avant ça, il aura fallu plus de 10 ans avant de gagner le titre de champion d'Europe. Et avant cela, on aura perdu des demi-finales, on aura perdu des finales. Donc même si le but et ce qui nous fait du bien, c'est de gagner, avant ça déjà, c'est déjà voir une progression. Je pense qu'on a réussi notre objectif à partir du moment où on s'est amélioré par rapport à ce qu'on faisait avant, mais dans ce but ultime, à long terme, qui sera de gagner. Et de manière générale, quelles sont les valeurs fondamentales, les valeurs morales du sport? La valeur morale du sport, bon, déjà c'est aussi l'équité, donc le fait de pouvoir faire une compétition, je pense que c'est cette valeur-là, partir à niveau égal et puis que le meilleur l'emporte, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on voit sur plusieurs sports collectifs, mais aussi en sport individuel. Donc c'est pour ça que je mettrai vraiment sur les valeurs du sport global. Et puis il y a beaucoup d'autres valeurs aussi morales et individuelles, et le dépassement de soi. C'est pour ça que si on sort du sport collectif, il y a aussi des valeurs individuelles qui sont là, qui sont liées à la performance, mais souvent en comparaison avec soi-même, plus qu'en comparaison avec quelqu'un d'autre. Donc parfois c'est une compétition contre quelqu'un, parfois c'est une compétition contre un chronomètre, mais souvent c'est pour ça que le dépassement de soi est particulièrement important, parce que on est souvent contre soi-même. Et comment gérer cette pression? Parce qu'il y a cet esprit de compétition, il y a cet esprit de vouloir à tout prix gagner. Finalement, on gagne pour qui ou contre qui? Contre qui? Ça dépend des compétitions. Pour qui? Moi, je pense qu'on gagne pour soi, mais justement, dans un sport collectif, ça va au-delà de ça. On gagne aussi pour ses coéquipiers. Et puis, il y a encore une autre dimension, le fait comme on voit aux Jeux Olympiques, de représenter son pays, de jouer pour sa nation. On gagne aussi pour les autres, on gagne pour les fans, on peut gagner pour sa famille. Donc ça reste quand même rarement quelque chose d'individuel. C'est aussi essayer d'apporter une certaine fierté. Donc on gagne aussi beaucoup pour les autres. Et alors, dans quelques semaines vont avoir lieu les JO, et dans quelques mois, là, juste après les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, Boris, avec les nouvelles technologies qu'il y a, ma question est la suivante: jusqu'où les nouvelles technologies peuvent-elles aller pour aider le sportif à gagner? Quel est l'équilibre? Ça dépend comment est utilisée la technologie. On parlait du souci d'équité un petit peu plus tôt. Ça fait partie des choses. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est envisageable. Il faut voir où s'arrête justement le sport, la performance sportive et l'assistance qui peut y être apportée. Une des choses principales que je vois à travers le basket, que je connais le mieux, c'est pour ça que je peux en parler le mieux, aujourd'hui l'assistance se fait beaucoup au niveau des nouvelles technologies de data, donc c'est d'analyse de données, de traitement de données, ce qu'on fait depuis assez longtemps, qui sont pour la gestion athlétique, le fait de voir si on est fatigué, si on a des risques de blessures. Donc c'est aussi pour protéger les joueurs, les athlètes. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup d'analyses de données, de statistiques pour faire de la prédiction de ce que va faire l'adversaire, de comment il va jouer, de comment est-ce qu'on joue, et puis l'analyse de ses propres performances. Donc
On peut le voir sur des sports individuels ou sur un coureur, des caméras particulières qui vont nous montrer, qui vont pouvoir mesurer la puissance du pied qui touche le sol pour savoir à chaque pas est-ce qu'il y a quelque chose à changer au niveau de l'appui. Et nous, dans le basket, c'est aussi le traitement des données pour savoir comment on fonctionne ensemble. Comme c'est un sport collectif, il y a beaucoup de statistiques et de données à récupérer sur l'articulation des joueurs ensemble, comment on se fait les passes, comment on interagit les uns avec les autres, et voir comment on peut optimiser tout ça. Alors peut-être une question complètement étonnante qui n'est absolument pas philosophique, mais pourquoi les basketteurs sont-ils tous très grands? Parce que moi, avec le petit gabarit que j'ai, je ne sais pas si vraiment je pourrais jouer au basket. Alors si, c'est une illusion de merci, dire que les basketteurs sont tous grands. Parce que, bien entendu, il y en a des grands. C'est un petit peu comme au volleyball, on voit beaucoup de grands joueurs, parce que le fait d'être plus près du filet, c'est parfois plus simple, mais il n'y a pas que des grands. C'est la même chose au basket, il y a plusieurs postes de toute façon, donc il y a forcément des grands dans une équipe, mais il n'y a pas que des grands. On a aussi des joueurs de petits gabarits. Je pense que le joueur le plus petit ayant joué en NBA aux États-Unis s'appelait Muggsy Bogues, il faisait 1,59 m. Et il était très très fort, il a fait une grande carrière. Donc il est possible, et on en a aussi dans chaque équipe, des joueurs plus petits, autour. Alors ça reste grand, autour du 1,80 m, autour du 1,70 m. Mais il y a quand même beaucoup de grands parce que c'est un sport qui s'y prête. Alors, il n'y a pas il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui suivent ces interviews. Quel est je voudrais réfléchir sur l'effort, l'abnégation à l'effort pour devenir tout simplement sportif, ou être un sportif, et qui plus est de haut niveau. Quelles sont les limites de l'effort dans le sport? On essaie toujours de repousser ces limites. Il reste la limite du corps, bien entendu. La blessure est souvent la chose qui va empêcher quelqu'un de pouvoir progresser, continuer, aller plus haut. Mais sinon, il y a beaucoup de sacrifices à ce niveau-là, au niveau des efforts. On ne parle pas que des efforts physiques, des efforts mentaux, au niveau de l'entraînement. Comme je disais, au niveau des sacrifices, du temps qu'on y consacre pour pouvoir faire carrière, puisque ça demande énormément de temps d'entraînement, de passer à côté de vacances ou d'interactions quand on est jeune, d'aller faire la fête avec ses copains. Ensuite, il y en a beaucoup aussi, une fois qu'ils sont en carrière, qui font des sacrifices de temps au niveau de leur famille, qui voient moins leur famille, etc. Donc il y a pas mal de sacrifices à ce niveau-là, qui ne sont pas forcément vus comme des sacrifices par le sportif une fois qu'on est dedans, puisque c'est une passion avant tout, et donc ça nous fait plaisir de consacrer 99% de notre temps à notre passion et à notre sport. Et donc quelque chose qui pourrait être vu comme un sacrifice de l'extérieur ne l'est pas forcément vu de l'intérieur. Les exemples, c'est lorsque j'étais gamin et j'avais toute la saison, et donc on avait bien entendu l'école, et puis après l'école, l'entraînement, et puis ensuite les devoirs, et puis ensuite on repartait, et puis l'été, on avait un peu de temps off, et la plupart de mes amis, bon, on allait passer 1 mois et demi à la plage, on est sur la côte bordelaise, donc pas très loin de la plage, à passer de bons moments ensemble, où j'aurais bien voulu être avec eux, puisque c'était aussi ma bande d'amis. Mais souvent, ces étés-là, je faisais des camps de basket, des camps de perfectionnement de basket, mais parce que ça me faisait plaisir. Je ne voyais pas du tout ça comme un sacrifice à l'époque. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps de loisirs hors basket. Et à l'adolescence, c'est souvent à ce moment-là qu'on va voir
les joueurs qui, justement, vont pouvoir passer le pas. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont aimer aller là-dedans? Ou est-ce qu'ils vont dire, oh, ça va, je vais aller passer 2-3 semaines avec mes potes? Et c'est un petit peu un sens des priorités à ce moment-là. Alors il y a un sens des priorités aussi, je pense, quand vous avez des sponsors et même à l'égard des fans que les sportifs ont. Quelle est cette pression morale que vous avez quand vous devez, finalement, vous devez rendre quelque chose, vous avez une responsabilité énorme, vous devez rendre quelque chose à vos sponsors, vous devez rendre une image, peut-être vouloir absolument gagner à vos fans. Comment gérer cette pression psychologique avec toutes ces devant eux? Ouais, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment, pour qui on gagne. Et donc le fait de gagner, c'est surtout pour nous. Mais très tôt, des gamins, on veut gagner pour ses coéquipiers, on ne veut pas décevoir son entraîneur, souvent. On ne veut pas décevoir ses coéquipiers, donc on essaie de faire le meilleur match possible à chaque fois qu'on foule le parquet. Mais c'est vrai que cette pression devient tout autre à partir du moment où on devient professionnel. Et personnellement, je l'ai bien ressenti. Pour nous, ce qui était un petit peu le cocon, c'était l'INSEP, le fait d'être à Paris, dans le centre, dans le pôle France. On n'est pas encore professionnel, on est encore protégé, on est en sport-études entre nous, etc. Et le fait de signer le premier contrat professionnel, donc à 18 ans, je suis parti à Pau-Orthez, et tout de suite une pression, qui est la première pression financière, d'avoir des comptes à rendre à un employeur. Et donc ça, c'est un petit peu le premier contact avec ces responsabilités-là. Mais j'ai envie de dire, ça se fait assez naturellement. Je pense que tout le monde s'habitue ou s'adapte à ça. Je pense qu'il il est possible qu'il y en ait qui craquent sous cette pression, effectivement. Mais oui, on a des comptes à rendre à son employeur, au président du club, aux fans qui sont là et qui portent les couleurs. Donc on le voit dans beaucoup de sports, où les fans parfois sont assez virulents avec leurs propres joueurs, parce qu'ils attendent beaucoup d'eux. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à contourner ou à faire face à partir du moment où on donne le meilleur de soi. Et donc, en fait, c'est pas vraiment une obligation de résultat, en tout cas c'est mon point de vue, mais c'est l'obligation de donner le meilleur, d'essayer et de tout mettre en œuvre pour arriver au meilleur résultat possible. Mais le fait de perdre, d'échouer, de perdre en demi-finale, de perdre en finale, de perdre parfois au premier tour, à partir du moment où on s'est donné, on a tout mis en œuvre, je pense qu'on ne peut pas s'en vouloir. Vous parlez de gagner, vous parlez d'échouer. Quelle est la force de l'échec quand vous jouez tout sport, qui plus est le basket? L'échec fait partie intégrante du sportif et du sportif de haut niveau. Pendant une carrière, on va avoir plus d'échecs ou plus de défaites que de victoires. On a moins de chances de gagner le championnat chaque année que parfois, des fois c'est moins un échec, mais perdre en finale ou perdre en demi-finale, ça reste quand même, si le but ultime est de gagner, ça reste quand même un échec. Et ça fait partie intégrante parce que dès les premières années, dès le début, dès les premières fois où on joue, c'est ce qui nous sert le plus à progresser et à s'améliorer. C'est apprendre de ses échecs. C'est Nelson Mandela qui disait qu'il ne perdait jamais. Soit il gagnait, soit il apprenait. Donc c'est vraiment utiliser les échecs, et c'est ce qui nous permet de mieux progresser. Lorsqu'on gagne un match, on apprend moins sur soi-même et on arrive moins à se hisser. C'est pour ça que c'est la chose la plus dure en plus, c'est de rester au plus haut niveau. Quand on gagne, de gagner encore l'année d'après, puis l'année d'après, c'est le plus compliqué, puisque justement on a gagné et on perd un petit peu ça. Donc l'échec est super important.
Pourquoi utilise-t-on ce verbe de jouer au basket, parce que au foot, etc. Parce que c'est vrai que ce verbe jouer, on l'entend souvent quand on est petit, pour les enfants, et cependant ça devient une profession. Oui. Ma question est la suivante, Boris, en quoi jouer au basket ou jouer au foot, en quoi le jeu JEU permet-il de devenir jeu JEU? Je pense que l'étymologie revient au fait que ça a été créé comme un jeu à la base. Donc, soit le foot, que soit le basket, que soit le rugby. À la base, c'était bon, ça va, c'est un jeu, on va s'amuser, c'est la façon dont ça a été créé. C'est ensuite devenu beaucoup plus sérieux, beaucoup moins autour d'un jeu. Comme je disais, les enjeux de l'argent, de la compétitivité, le fait de cette culture de la gagne a compliqué les choses. On pourrait dire oui, c'est devenu maintenant un métier, c'est pas seulement un jeu, puisque on est rémunéré pour le faire et on a des attentes mises en face. Cependant, ça reste quand même un jeu. Et c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Nous, en basket, c'est sûr, et je l'entends aussi dans d'autres sports, même n'étant pas au milieu, mais dans les discours. Même à la veille d'une grande compétition, d'une grande finale, l'entraîneur va très souvent dire l'essentiel quand même, c'est prenez du plaisir. Et donc on a quand même cette notion de plaisir et de jouer ensemble. Et c'est ça qu'on dit aussi, c'est jouer ensemble. Donc c'est pas juste des interactions entre chaque joueur sur un sport collectif comme le basket, mais c'est jouer ensemble. Et le jeu, c'est ça, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en place par rapport aux adversaires, sur différentes techniques, mettre des choses différentes en place. Ça reste quand même du jeu. Et donc le jeu devient jeu JE parce que on va tout mettre en œuvre pour pouvoir jouer les uns les autres, et puis ça devient partie intégrante de nous-mêmes. Alors là, c'est passionnant, Boris, ce que vous dites. Je voudrais venir à un autre sujet, à savoir le dopage. Le dopage dans le sport. Voilà, il y a beaucoup de dopage, même si maintenant il y a des contrôles antidopage, mais bon, il y en a toujours qui passent à la trappe. Le dopage est-il une histoire personnelle, c'est-à-dire dans cette volonté de toujours vouloir plus, toujours vouloir gagner? En quoi le dopage pourrait-il, d'une certaine manière, être moral? Ouais. Je pense qu'il est moral, c'est sûr que c'est un sujet qui est compliqué, je pense, à aborder. Je pense qu'il est très personnel à chacun. Personnellement, j'ai rarement vu été confronté à du dopage, si ce n'est jamais. J'en ai entendu parler dans le basket. Il y a des personnes qui ont été suspendues, mais ça n'a jamais été pour un dopage, enfin, de ce que je sais, pour un dopage de performance, mais plus d'usage. Il y a eu des joueurs qui ont été contrôlés positifs à l'héroïne ou la cocaïne et qui ont été écartés des terrains pendant 2 ans. Mais ce n'était pas pour la performance, c'était plus une drogue d'usage. Je ne pense pas que le dopage a un effet significatif sur le basket et sur les qualités qu'on peut avoir. Il ne va pas vous apprendre à mettre un ballon dans un panier. On le voit bien entendu plus sur les sports de chrono, où il faut battre un chrono, gagner des dixièmes de seconde. Et donc ça c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs sports de chrono, de course, de cyclisme, etc. Et oui, ça devient moral, et je dis cyclisme parce que quand j'y pense, je pense forcément au documentaire que j'ai vu sur Armstrong et pourquoi il l'avait fait, et la période où il l'avait fait,
ce qu'eux se mettent en tête. Et là, je ne peux qu'extrapoler, puisque je n'ai pas été à leur place, mais de se demander à un moment donné, voilà, quelle est la morale, et à quel moment ça devient un problème moral pour eux. Et je pense que ce désir de gagner, je pense que c'est ça qui les pousse bien entendu à aller vers ça, mais aussi le fait de se dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est un peu la seule solution. Ils sont un peu poussés dans un corner, c'est de se dire, si je ne me dope pas, c'est impossible que je gagne. Donc soit je choisis de faire une carrière moyenne et de continuer comme ça, ou sinon le seul moyen est peut-être ce sentiment d'injustice après les uns par rapport aux autres, en se disant oui, mais comme tout le monde le fait, si je ne le fais pas, je ne gagnerai pas. Et donc pour me mettre justement en équité avec les autres, je pense qu'il contourne aussi peut-être ce problème moral, en se disant en fait ce n'est que faire comme les autres. Et à quel moment, en fait, on parle de dopage? À quel moment Moi, je me suis souvent posé la question, pareil, d'un point de vue philosophique, puisque alors il y a le dopage des substances interdites, comme je disais, d'usage, et là c'est assez clair sur tout produit qui est dangereux pour le corps de chacun, donc tout ce qui est drogue dure, etc. Ce qui est simple à voir. Les lignes ne sont pas floues, mais ensuite quelque chose qui améliore la performance. Je trouve que cette définition est difficile à appréhender, puisqu'il y a des produits naturels qui améliorent la performance, et dans ce cas-là, est-ce que c'est du dopage? Est-ce que prendre de la vitamine C est du dopage? Donc ça voudrait dire, puisque ça devrait améliorer les performances, est-ce que manger une orange devient du dopage? Je pousse à l'extrême, bien entendu, mais la même chose sur la caféine. Je sais que la caféine peut être, par exemple, du dopage dans certains sports et pas dans d'autres. L'alcool peut être un dopage dans certains sports et pas dans d'autres, parce qu'il va améliorer les performances, notamment au niveau du tir, éviter les tremblements, ce genre de choses-là. Donc, je trouve que les lignes sont floues. Après, il y a des personnes qui sont là pour justement éclaircir et puis trancher et dire voilà, ça c'est interdit et puis ça on a le droit. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas 100% clair et facile à appréhender. Alors l'interview va bientôt s'achever, mais peut-être une autre question, Boris, sur la temporalité. Sur un terrain de basket, dans une compétition. Quelle est la place de la temporalité dans cette prise de décision que vous avez collectivement quand vous êtes sur une compétition, sur un terrain de basket? Alors, sur le match? Sur le match. À l'intérieur d'un match? À l'intérieur d'un match, il y a plein de temporalités différentes. Il y a bien entendu sur la totalité du match, des choses qui sont très importantes, notamment une grande responsabilité sur l'entraîneur et de changer les joueurs en fonction du match. En plus, c'est différent du foot où on a énormément de changements et puis on en a autant qu'on en veut. Donc ça donne une possibilité, un nombre de possibilités presque infini sur 40 minutes de changer les effectifs. Ensuite, on a quelque chose qui est très rapide, c'est la prise de décision du joueur. Sur le terrain, sur des actions. Donc, bien entendu, on a des schémas de jeu, mais il y a beaucoup de lecture de jeu. Et la lecture de jeu se fait en un battement de cils. C'est des fractions de secondes de prendre la décision. Est-ce que je tire? Est-ce que je passe? Est-ce que je dribble? Est-ce que je vois mon coéquipier qui est ouvert? Et on m'a souvent demandé au niveau de la passe, j'ai essayé d'être... ma spécificité était un petit peu la passe, et on me demandait mais comment tu vois la différence, notamment au niveau des jeunes, la différence entre un bon et un mauvais passeur, et je disais au niveau de la passe, c'est presque lire dans le futur. Donc c'est pouvoir anticiper
en fait, et ça je l'ai vu grâce à un de mes coéquipiers qui est sûrement un des meilleurs passeurs de tous les temps, Steve Nash, qui était capable d'anticiper ce qui allait se passer sur le terrain. Et donc là, la temporalité devient très courte, et ces fenêtres très courtes de voir avant que ça arrive qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui commence à couper, c'est déjà voir que le défenseur ne sera pas là à ce moment-là et que le joueur, c'est le fait d'anticiper, hein, on le voit, hein, c'est la passe en profondeur au foot, qu'on voit mieux sur un terrain de foot et à la taille, qui sont sur des espaces beaucoup plus réduits en basket, mais pouvoir mettre la balle avant que le joueur arrive sur des espaces très courts, c'est ça qui va faire aussi d'un joueur un bon passeur, et on le compare souvent à un pilote de Formule 1. Un pilote de Formule 1, on dit qu'il a des réflexes où en fait il voit dans le futur, au niveau des virages, etc. Ils anticipent à l'extrême, encore plus je pense qu'au basket, mais c'est quand même une qualité qu'on peut voir aussi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes voudraient devenir sportifs de haut niveau. Quels sont selon vous les critères pour le devenir? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je trouve que oui, la mentalité est différente par rapport à quand j'étais jeune et sportif de haut niveau. Bah, ça arrivait avec le temps, mais c'était pas forcément vu comme un objectif, c'était plus vu comme un rêve. Et puis le travail, la passion faisait qu'on y arrivait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en discutant avec les jeunes, c'est tout de suite un objectif. Donc à la fois d'être pro, tout de suite un objectif d'aller un jour en NBA. Et après, on voit que ça peut être bénéfique pour certains. Ça peut être aussi un problème pour d'autres, et pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Mais du coup, les critères pour être sportif de haut niveau, avant tout, et je dirais que ça dépasse le sport, pour être un des meilleurs dans le monde à ce qu'on fait, je pense qu'il faut avant tout la passion et aimer ce qu'on fait. Et donc, c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes, ceux qui veulent réussir, c'est avant tout aimer, prendre du plaisir. Et on parlait du jeu, et ça reste un jeu, même s'il y a beaucoup d'aspects qui arrivent ensuite. Et donc, prendre du plaisir avant tout et mettre la passion. Boris, une toute dernière question. Vous êtes à la retraite maintenant sportive, mais vous êtes manager général de l'équipe de France de basket, et en tout cas, je souhaite tout le succès pour les JO à l'équipe de France. Ma dernière question est la suivante. Êtes-vous heureux? Oui, oui. Je suis heureux, et c'est vrai que je mets les choses en place parce que c'est cette recherche de liberté, c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui, d'avoir le choix de pouvoir faire ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment un luxe aujourd'hui de pouvoir choisir et de pouvoir faire ce que j'aime. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir accordé votre temps, et tous mes vœux de succès à l'équipe de France de basket, mais avec un bon manager comme vous. Ça ira, je le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.